tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie pour un numéro exceptionnel avec de grands noms dedans. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et de toutes les couleurs, comme ici à la Cinémathèque pour cette très belle exposition consacrée à François Truffaut. Le héros de la super interview, c'est l'un des acteurs chouchous du cinéma français, Kad Merad. D'ailleurs, Kad Merad, les 400 coups, il les a fait ou pas dans la vie? Le héros de l'extra interview, c'est... Ah oui, Delacour Grégoire. Il est devenu un auteur hyper populaire avec le succès de son deuxième roman, La liste de mes envies. Mais aujourd'hui, c'est la liste de ses envies de série qu'il confie à Charlotte. Charlotte qui en profitera pour établir les règles d'or d'une bonne sitcom. Alors attendez, sitcom... Ah, je l'ai. Enfin, moment rare dans le screen parfait. Stéphane est parti à la rencontre d'un immense cinéaste, Wim Wenders. Et tout ça, c'est après la sélection de l'actu cinéma et série par Isabelle Claire. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Question was, did you kill somebody? Second question is, if there was any other way or any other route, would you taken it? L'image forte de la semaine, c'est ce documentaire sur des soldats américains récemment rentrés du front, l'esprit à jamais hanté par leur combat. Le réalisateur du film a vécu à Sarajevo pendant les conflits dans les années 90 et depuis, tout son travail se concentre sur l'après-guerre. Chacun des 12 hommes qui sont au cœur du film s'est véritablement accroché à la caméra. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti quasiment physiquement. Comme si il y avait un besoin que cette caméra les reconnaisse. Et puissent transmettre vers l'extérieur quelque chose de leurs paroles. I worry about you just barricading yourself in a room and drinking for hours and hours and hours and just getting into that dark place. C'est très contagieux, le traumatisme. Et c'est vrai que quand vous passez beaucoup de temps avec des personnes traumatisées, c'est quelque chose qui vous est transmis de manière homéopathique tous les jours, à leur contact. Et c'est vrai que quand vous rentrez, vous portez tous ces sentiments des gens que vous avez côtoyés. Of Men and War, entre autres, fait partie d'un festival de ciné au Forum des Images de Paris qui emprunte son titre à Prévert. Quelle connerie, la guerre! Au programme, 90 films pour se rappeler que le 7e art n'a jamais cessé de s'engager pour la paix. La bonne nouvelle de la semaine, c'est American Horror Story 3, la série d'anthologie horrifique par excellence, histoire de réviser avant d'attaquer la saison 4. Sorcières de Salem et autres possédés, cette 3e saison a été tournée à la Nouvelle-Orléans et 10 contre 1 que la scène du bûcher ne vous laissera pas de glace. I will accept this award for all the cinetistes out there who love cinema more than life itself. Le rendez-vous de la semaine, c'est la 6e édition du Festival Lumière de Lyon, créé par Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, qui n'est pas que délégué général du Festival de Cannes, oh que non! Un festival populaire sur l'histoire du cinéma qui a vu passer les plus grands et qui ne décerne aucun prix sinon celui de l'amour du 7e art, avec cette année Pedro Almodovar en invité d'honneur. Du beau monde sur le tapis rouge dès le premier soir avec la présence exceptionnelle de Michael Cimino, mais aussi, entre autres, Laetitia Casta, Michel Legrand et Pierre Richard, Elsa Zilberstein, Julie Gaillet et enfin Faye Dunaway qui a bouleversé quelques 5000 cinéphiles de la halle Tony Garnier en partageant son émotion d'être là. Thierry, I'm supposed to say it right. Thank you so much for this. I mean, this is a tribute like none I've ever seen. Tribute like none I've ever seen. So it just really got to me. Really got to me. And thank you all very, very much. Et la semaine prochaine, un zoom spécial sur ce festival magnifique. Ne bougez pas, dans quelques minutes, la femme qui a marqué le cinéma et le monde entier d'une empreinte indélébile et d'autres surprises. Aujourd'hui, je retrouve un comédien à qui tout sourit, Kad Merad. Des succès en pagaille, les choristes, le petit Nicolas et bien entendu bienvenue chez les Ch'tis. De belles partitions, souvenez-vous de son rôle bouleversant dans Je vais bien, ne t'en fais pas, qui lui avait valu, je vous le rappelle, un César.
Et Cadmerade, c'est aussi une fidélité sans faille à son complice de toujours, Olivier Barou, qui le dirige dans On a marché sur Bangkok, où il vit des aventures totalement rocambolesques. Mais au fait, Cadmerade est-il vraiment un aventurier dans l'âme? Je me pose la question. On n'est plus très loin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, on est poursuivi par des types qui sont prêts à tout pour le stopper. C'est très bon signe. Qu'est-ce que t'as? Oh, c'est horrible. Oh la vache! Very bad trip. En Cadmerade, C'est quand votre complice et ami Olivier Barou vous propose de partir à l'aventure en Thaïlande... En vacances en Thaïlande. Je vous propose de partir en vacances en Thaïlande, vous dites quoi? Voilà. Non, mais Non, vous, non, c'est pas les vous vacances. foncez directement ou comme vous savez que vous allez souffrir physiquement? C'est vrai que ça a été chaud, oui. Il y a eu des moments, c'était pénible. Hein. Alors, ce qu'on a fait avec Alice, c'est qu'on faisait beaucoup de sport tous les soirs à l'hôtel. On s'était pris en main parce qu'il fallait absolument qu'on soit en forme pour pouvoir faire un film aussi physique. Il y a des cascadeurs, parce qu'il y a des scènes que j'ai pas le droit de faire, sauter à travers, au-dessus d'un camion en moto, même si j'aurais bien aimé le faire, c'est un peu risqué quand même. Ah, c'est physique? Non, non. Moi, c'est un plaisir pour vous? Ouais, mais ou tu vois, c'est une galère? Ah, j'adore ça, moi, ouais. Parce que, en fait, t'as un costume dans le film. T'as un costume. T'arrives, il est déjà crado, t'as un costume, t'as un peu les bras nus, donc tu peux un peu te la péter, j'ai des gros bras. En plus, je trouve que dans le film, je suis plutôt pas mal gaulé. Je suis d'accord. Je suis un peu jonglé, comme on dit. Dans On a marché sur Bangkok, Cadmerade donne tout pour les beaux yeux de son acolyte Olivier Barou, qui en 5 films en tant que réalisateur n'a jamais pu se passer de lui. J'ai fait l'Arbre de l'amour avec Alice, c'était génial l'Arbre de l'amour. 20 ans. 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Pas facile. Quand même une aventure, alors là, je pense c'est presque le sens amoureux de l'aventure que je vais retenir. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Parce qu'on est très différents. Moi, je suis extraverti, je fais du boucan, moi, à côté de lui. Lui, il est discret. Moi, je suis un boucan, vous voyez. C'est moi qui rentre dans les magasins en disant « Tiens, il y a qu'à des Olivier, voilà, pour le mettre mal à l'aise. » Il adore ça, Olivier, de temps en temps. Et Olivier, il est gêné, voilà. Ah, tu permets? Ça va rien à la. Hoanom, suhai tau mai, pai, pap, nai, tout nai. Comment faites-vous pour que votre métier reste une aventure? Pour pas vous enfermer dans le confort? Bah, je tourne tout le temps. Voilà. Je prends des risques, je me remets en question à chaque fois, en fait. Je pourrais prendre plus de temps, savourer plus certains succès, ce genre de choses, profiter. Mais j'ai envie d'en profiter plus tard, quand je serai très vieux. Voilà, avec mes petits-enfants, sous un olivier, là, en train de leur parler de mes vieilles histoires de tournage. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis un hyperactif, en fait. Je suis comme mon père. Hein. Mon père, il est speed. En fait, je suis speed. Donc, ça m'empêche de... Et donc, c'est de l'aventure, quoi. Je suis jamais rassasié. Oh non. Et on fait quoi maintenant? Il y a forcément une sortie. Si Rambo l'a fait, on peut le faire. C'est qui Rambo? Un copain de Serge. Ça serait quoi la plus grande aventure émotionnelle? Aujourd'hui, là, un rôle qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est le rôle de film de Philippe Leray, Je vais bien, ne t'en fais pas. Parce que à partir du moment où il m'a raconté cette histoire et que je savais que j'allais faire ce personnage, j'ai été bouleversé de bout en bout. Et quand j'en parle encore aujourd'hui, je suis bouleversé par cette histoire. Et puis les gens ont vachement aimé le film, et puis les gens m'en parlent beaucoup. Mais c'est un très beau film. Hein. Ça, c'est assez... Parce que moi, je suis quand même un acteur de comédie, quoi. Et je me dis... et quand je me suis retrouvé là-dedans, je me dis, waouh, c'est cette part en moi qui est tellement plus sensible que finalement, on se rend compte qu'elle sort, quoi. Elle peut sortir. Voilà. Faut savoir la faire sortir. L'aventure qui a tourné court? Je peux vous raconter quelque chose que je raconte pas, que j'ai pas raconté beaucoup, mais c'est vrai que je tournais Safari avec Olivier en Afrique du Sud, et j'ai reçu un coup de fil de Claude Berry. Claude Berry, évidemment, pour moi, c'était la... Et il m'a proposé son dernier film, vous savez, comment ça s'appelait? Avec Alain Chabat, non? Ouais. Et Mathilde Seigné. Ouais. Et j'ai dit non à Claude Berry. Et j'étais très embêté de dire non à Claude Berry. Pour moi, Claude Berry, ça fait partie. Moi, un moment d'égarement, pour moi, c'est... vous voyez ce que je veux dire? C'est des films comme ça. Et ça a tourné court, voilà. J'ai reçu son coup de fil, je dis « Ah !» Tu vois, tu te dis « Waouh, une nouvelle aventure commence !» Et en fait, j'ai dit non, parce que je me voyais pas dans le film, mais voilà.
L'aventure de la C'était son dernier film, d'ailleurs. Il est mort pendant le tournage, en plus. Oui, il y a une aventure qui, pour l'instant, vous fait peur, un type de rôle, un truc que vous regardez de loin, mais vous dites un jour, il faudra que je me lance. Moi, si, ça aurait pu faire un biopic, par exemple, incarner un homme qui a existé. Moi, j'aurais voulu faire Coluche, par exemple. Ça m'aurait énormément ému de jouer Coluche. Pour moi, c'est une des disparitions qui m'a le plus traumatisé. Voyez. Vous en aviez parlé avec Antoine Decaunes, vous aviez émis le désir, ouais. Mais il avait déjà choisi son acteur. C'est vrai, en plus. De maison. Je me souviens, on était à l'Alpe d'Huez. J'avais pris la tête, j'ai fait putain, Antoine, si tu savais. Il m'a fait pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je dis mais je sais pas parce que j'y ai pas pensé, mais non j'ai pas de, je vous dis un biopic, le truc qui me donne, mais je ne sais pas qui. La vie peut-être d'un homme politique ou d'un truc où je vais travailler différemment, où je vais peut-être travailler plus dans la documentation. Ça m'intéresserait d'aller carrément essayer de choper des infos. Je l'ai fait un petit peu, parce que j'étais en train de me souvenir. Sur l'Immortel? Non, sur le film qui va sortir au mois de janvier, qui s'appelle Disparu en hiver. C'est un film que j'ai fait, c'est un film très noir, très sombre, vraiment pas du tout une comédie. Et c'est un film où il fallait que je joue un ancien flic qui est devenu recouvreur de dettes. Ces types qui vont chez vous pour vous dire vous devez 250 € au Crédit Lyonnais. On vous envoie comme un peu au charbon, au risque de se prendre un coup de couteau. Et j'ai dû... C'était le métier du père du réalisateur. Et je suis allé voir son père. Et j'ai fait ce travail-là. Et ça m'a plu. J'ai pris l'apéro avec le père du réalisateur dans un petit pavillon de banlieue, un peu au fin fond de la banlieue. Et il m'a raconté sa vie. Et je m'en suis servi, je ne sais pas en tout cas. Et ça m'a nourri quand même quelque part. Donc c'était intéressant comme travail. C'est autre chose, voilà. C'est vrai que quand on a marché sur Bangkok, je ne vais pas aller interroger Bernard de la Villardière ou un mec qui fait du reportage. Je vais m'amuser avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence, quoi. Pour son retour au drame, Kad Merad a fait confiance à un réalisateur peu connu du grand public, Christophe Lamotte. Disparu en hiver sortira l'année prochaine. Deux filles, l'une blonde et naïve, l'autre brune et trash, un diner un peu glauque et des situations grotesques, Two Broke Girls nous fait rire aux éclats depuis 3 ans sur Max. Welcome to the Williamsburg Diner. My name's Max because the hospital wouldn't let my mother name me Oops. Mais parce que faire rire chaque semaine pendant 20 minutes, c'est moins facile que ça en a l'air, cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous vous dévoilons les 6 règles d'or d'une bonne sitcom. Une recette qui fonctionne depuis les années 80 et le Cosby Show. Règle 1, le décor. La plupart des sitcoms étant tournés en public, les apparts, restos et autres lieux n'ont que 3 murs. Le 4e, c'est celui par lequel on regarde. Fine, Oleg. And Han, Sophie, Max, Earl. Règle 2, le rappel des faits. Les épisodes d'une sitcom ne se suivant pas et peuvent être vus dans le désordre. Il faut donc multiplier les astuces scénaristiques pour aider le public à s'y retrouver, comme le rappel permanent des prénoms ou des liens entre les personnages. Hello, Sophie. Oh, hello, Oleg. Sorry, Sophie, about this uncomfortable meeting. If we had known you were going to surprise us, we wouldn't have invited Oleg. Yeah, I was there when you two broke up, and I'm still suffering from PTSD. Post-traumatic Sophie drama. Règle 3, le rythme. Dans une sitcom, on doit rire toutes les 5 secondes. Vous avez bien entendu, toutes les 5 secondes. Ça veut dire que les comédiens doivent faire des phrases courtes et parler vite. Pas de place pour le blabla, la star, c'est la blague. Han, before we go in, close your eyes. I want you to get the full effect. Yeah, and I want to trip you. She's kidding. No, she's not. Yeah, I'm not. Han, I promise I won't let her trip you. Now close your eyes. What? Now I thought she was going to hit me. She was not. Yeah, I was. Règle 4, les références méta. Une bonne sitcom se doit d'être connectée et référencée pour créer une connivence avec le public. Alors les scénaristes placent des clins d'œil à la culture pop et à l'actualité dès qu'ils le peuvent. Justin Bieber got a hit and run, Chris Brown got a hit and run, Rihanna got hit and still didn't run. Oprah gave Lindsay $2 million, Cunnilingus gave Michael Douglas throat cancer, and Michael Douglas gave guys everywhere another excuse not to do that. Règle 5, l'habillage sonore. L'autre moyen de tenir le public en alerte, c'est l'habillage sonore, parfois bruyant mais efficace, qui ponctue la série.
Règle 6, la conclusion. But we can't count on a guy dying every week. I mean, I have a positive attitude, but that's too Pollyanna. We don't have to. That's what's so great about this window. Who knows what'll happen? Et pour une sitcom vraiment parfaite, il suffit de terminer l'épisode sur une petite note positive. Max, I feel so good about the possibilities. Et une chute hilarante. One night it could be a Black American Express card and then... Max, is it? Other nights, it's a friendly little visit from our homeless guy. Voilà, vous savez tout. Chaque semaine dans l'Extra Interview, nous recevons des personnalités qui n'appartiennent ni au monde du cinéma, ni à celui de la série, mais qui adorent ça. Et cette semaine, c'est Grégoire Delacour qui nous a accueillis. Grégoire Delacour, c'est un homme de pub qui a attendu ses 50 ans pour sortir son premier roman et qui a explosé ensuite avec La liste de mes envies, qui a été écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Et il revient aujourd'hui avec un nouveau roman, très beau, qui s'appelle On ne voyait que le bonheur et qui met en scène un anti-héros comme on les aime au cinéma et dans les séries. Vous allez essayer de le détester, mais vous n'y arriverez pas. Bon alors, Monsieur Delacour. Monsieur Delacour, vous êtes sûr? Ouais, pour commencer. D'accord. J'ai une confession à vous faire, c'est qu'en fait, jusqu'à la semaine dernière, je n'avais jamais lu aucun de vos livres. Je les ai lus tout ce week-end et j'ai chialé pendant tout le week-end. Ah, ce qui ne m'arrive jamais. C'est de votre faute. Mais c'est bien quand même. C'est des jolies larmes. Je sais pas, mais en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous faites ça. Vous faire pleurer, vous? Me faire pleurer les gens, parce que je suis pas la seule, c'est impossible. Je fais pas pleurer les gens. Si. J'écris des histoires et les gens, chimiquement, une réaction qui les fait pleurer. Vous, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Alors, dans la vie, un peu, puis nous, comme on parle de cinéma et de séries, est-ce que vous avez tendance à pleurer aussi? Moi, ce qui me fait pleurer, surtout dans les séries, c'est moi, je suis une fille devant la télé. J'y crois à mort. Moi, quand je vois un chef... filles qui croient à ce qu'elles voient? Ah, il y a beaucoup dans les séries, ouais. Moi, j'y crois. Moi, je suis capable de regarder Gilmore Girls et de pleurer, de rire, parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est une des meilleures en termes de dialogue et d'émotion. Et voilà, et de tout. Moi, je suis fan absolu et je laisse mes émotions jaillir. J'ai aucune pudeur par rapport à ça. Et au cinéma, vous pleurez? Ouais, mais le cinéma, c'est des larmes plus... On sait quand ça arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait à peu près le rythme d'un film sur 1h30. Moi, je devine à peu près, on voit les rythmes, on sait que là, on va avoir la grande scène du mélo qui est toujours annoncée par la musique, qui anticipe de quelques secondes, et on sait que c'est le moment où on va essayer de nous émouvoir. Retrouvailles, pertes, etc. Mais une série, c'est beau parce qu'on a des gens sur une vie entière. Moi, je regarde, par exemple, je ne sais plus, je regarde tout, mais je les ai, par exemple, Son of Anarchy, qui est une tuerie absolue. C'est d'une émotion, d'une beauté dans l'émotion, mais je vis 4 ans, 5 ans avec ces mecs. Et c'est extraordinaire, je grandis avec eux, ils sont un pan entier de ma vie. Et je peux pleurer, je pleure. Il m'est arrivé de pleurer dans Son of Anarchy plusieurs fois. I have no desire to help you. I want to use you. Mais les séries, c'est super bien écrit. Je veux dire, c'est des leçons de cinéma, c'est comme un roman. Je veux dire, c'est construit, c'est écrit, il y a des dialogues de mieux en mieux, des situations. On a le temps, c'est-à-dire c'est pas un type, il n'y a pas de caricature. Le type, on l'a là pour 12 heures. Vous imaginez même faire une action, un hold-up en 12 heures, on a le temps de raconter une histoire. Au cinéma, ça dure 10 minutes, puis après il faut qu'on les attrape, ça dure 10 minutes, puis après il faut qu'ils aillent en prison, ça dure 20 minutes, puis c'est fini. Là, on a le temps. C'est que de l'intelligence, c'est de la créativité, Alors moi, j'ai essayé de relever dans vos livres les films, les séries que vous citez, et notamment dans La première chose qu'on regarde, vous en citez 3 à la suite. C'est 24 heures, Les Sopranos, The Shield, et ces séries... Pour moi, c'est des séries qui ont, à chacune à leur façon, changé la réal de la série. On a caméra à l'épaule pour The Shield, on a temps réel pour 24 heures, on a cinéma pour Les Sopranos. Est-ce que la réalisation, ça peut vous amener à une série, même si l'histoire vous intéresse pas tant que ça? Ah ouais, c'est important, parce que les séries, ça a bousculé la manière de faire les choses dans la mise en scène. On n'a pas de temps. On peut tourner à 3 caméras à l'épaule, on fait des prises courtes et en avant. Il y a une sorte de rouleau compresseur créatif qui est génial. Moi qui fais de la pub, je peux vous dire que les séries, ça a changé la manière de filmer même en pub. Le plan fixe, c'est fini. Il y a toujours ce petit flottement, il y a ce côté vivant urgent. Ça donne un coup de vieux au cinéma. Le cinéma, il est obligé d'aller dans le 3D, il est obligé d'aller dans le grandiloquent, dans le son absolument dingue, dans des histoires où il y a de la profondeur d'image, parce qu'on doit lutter pour que le cinéma garde sa notion de plaisir.
Mais quand vous dites ça, on doit lutter pour conserver la notion de plaisir, c'est qu'on l'a moins, c'est moins pour ça qu'on regarde la série. Non, le cinéma, moi je crois oui. Je crois que il y a une addiction à la série parce qu'on s'attache à des gens qui sont constitutifs de votre vie. Moi la première série, c'est un pote il y a 14 ans maintenant ou 13 ans qui m'a dit un truc dingue qui s'appelle 24 heures, regarde. Et il m'a acheté à Noël le coffret de Venise. Et j'ai regardé et j'ai regardé les 24 d'un coup. It's power. Oh my God. You're going back for me. This is bigger than President Hillary. Planning a full-scale attack. Et ça a changé tout, parce qu'il faut remonter à des expériences comme l'affaire Thomas Crown, à l'époque, qui était ultra moderne dans les années 70, qui avait réinventé le cinéma, avec tous les gamins fous, là, les Hooper, les Coppola, les Scorsese, c'est eux qui ont réenchanté avec leur gueulant du Vietnam. Ils ont tout foutu en l'air. À ce moment-là, ils sont revenus à un cinéma de réalité, puisqu'avant, on avait quand même le western, la guerre froide, les fameux fantômes de l'Amérique. Hein, les cinémas américains ont toujours cherché des fantômes. C'est le passé, c'est dans l'espace, c'est les monstres, c'est Alien, tout ça. Mais dans les années 70, avec le Vietnam, l'ennemi, c'est nous. C'est nos fantômes. Voilà. Et les séries américaines se nourrissent de ça. J'ai compris que vous étiez fan de séries, moi ça me réchauffe le cœur, mais j'ai quand même envie qu'on parle un peu de cinéma. Et là, il y a une scène justement dans On ne voyait que le bonheur où votre héros se souvient d'être allé au cinéma avec son père pour aller voir Papillon quand il était petit. Donc moi, j'aimerais savoir chez vous, comment ça a commencé d'aller au cinéma? Moi, le cinéma, on n'avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé. Donc le cinéma, c'est une fête. Mais le cinéma, c'est très compliqué. Il y avait un cinéma, non, il y en avait deux à Valenciennes. Il y avait le Colisée et le Novéac. Il y avait un film. Il y avait des films pointus et parfois il y avait des films grand public. Ben-Hur, qui doit être un des premiers que j'ai vus au cinéma. Un Walt Disney, je ne sais pas, Cendrillon, je ne sais pas lequel. Et Papillon, qui effectivement, je raconte dans le livre, où je suis allé voir Papillon parce que c'était un livre célèbre, c'était un grand livre chez Robert Laffont, je crois, en collection vécue, qui racontait l'histoire de ce type qui s'était évadé. Et mon père, il y avait Steve McQueen, Hoffman, c'est très rassurant pour mon père, mais il ne savait pas la scène de la guillotine. Donc il m'a caché les yeux. Et j'ai été privé du climax, du truc le plus dingue de ce film. Et ces expériences de cinéma, c'était génial. Et après, j'étais en pension pendant 8-10 ans. Et j'allais, en sortant de pension, je me suis tapé tous les ciné-clubs, les trucs d'étudiants à 5 francs à l'époque. Et je me suis tapé tous les cinémas américains des années 70. Tout, une merveille. C'était un grand amour. C'est magnifique, le cinéma. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à dire, après ce grand amour et presque ce coup de foudre quand vous étiez enfant, aujourd'hui, la série, ça a dépassé le cinéma. Qu'est-ce qui, pour vous, ça n'a pas dépassé, c'est une écriture qui est plus contemporaine, qui communique mieux, qui est plus en phase avec mon style de vie aussi. Il y a toujours des films dans mes livres, parce que c'est ma culture, il y a toujours des chansons, il y a toujours un livre. Et des bandes originales aussi. C'est un truc que vous aimez, ça? Mais ouais, parce que souvent, je me dis, c'est quand même incroyable, on rencontre une fille, on la regarde, vous mettez telle musique ou telle musique, on ne se regarde pas pareil. Et la musique, c'est le premier des langages au cinéma pour moi, plus qu'un dialogue. Il y a tellement de langage dans le cinéma. Il y a la gueule de l'acteur. Moi, j'écris, vous savez pas. Je ne parle pas du nez, des cheveux. Il y a le stylisme, la coiffure, le maquillage. Vous avez déjà dit énormément de choses. Il y a le cadrage, il y a le montage, il y a la musique. Il y a énormément de choses. Et je crois qu'on ne devrait parler au cinéma que quand le cinéma ne peut plus rien dire. Donc parlez-moi. Qu'est-ce qu'on vient de faire, nous, là? Non, mais nous, parce qu'on n'a pas d'image. On est cadré comme ça, mais... On a tout dit. On ne se quitte plus. Bon, voilà. Allez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À la vôtre. Merci. Dans un instant, un immense cinéaste partage avec vous les secrets de fabrication de son film. C'est le Screen Parfait, vous le savez. Et cette semaine, vous avez rendez-vous avec un maître, Wim Wenders, qui revient au documentaire. En attendant, Isabelle Claire a encore quelques pépites dans sa malle au trésor. T'as vu? Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. L'homme de la semaine, c'est le génial John Malkovich en modèle pour Sandro Miller, un artiste qui veut rendre hommage au plus grand photographe. Comme un nouveau rôle à chaque photo, l'acteur s'est glissé dans la peau de Dali, Hitchcock, Einstein et même Marilyn avec la même évidence. Une très belle idée pour une exposition magnifique. Petit bémol, il faudra traverser l'Atlantique pour s'y rendre.
La femme de la semaine, c'est Brigitte Bardot. Femme enfant, femme fatale, femme libérée et surtout femme de cinéma qui fête cette année ses 80 ans, dont 40 dédiés aux films et aux chansons. Autour de son anniversaire, des beaux livres, mais pas que. Son amie Sveva, photographe, a sorti ses archives personnelles le temps d'une expo. Elle et Bébé se sont rencontrés dans les années 60 et ne se sont jamais quittés. Pendant 10 ans, Sveva l'a suivi partout. C'est elle qui m'a encouragée de venir sur les plateaux, de faire le photographe de plateau. Je faisais ce que je voulais. L'époque était extraordinaire, je veux dire. On s'amusait comme des fous, c'était formidable. C'est une grande amie et c'est Brigitte détendue, sans artifice. Et pour finir, la tribute to Bébé ne passait pas à côté de ce film tout en élégance et mélancolie. Le documentariste et narrateur, connaisseur et amoureux de l'actrice, a eu accès à toutes les archives de famille, dont ces très vieux films pris par le père de Brigitte. On y voit Brigitte Bardot petite, cherchant déjà la caméra et la reconnaissance pour exister. On y voit surtout une femme bouleversante et un hommage subjectif qui touche au cœur. Extrait. Croyons-nous qu'elle aime son enfant ? Ou qu'elle joue la comédie pour les journalistes? C'est selon ce que nous voulons croire. Quelle vérité portent ces images? Comme nous aimerions qu'il n'y en ait qu'une, indiscutable, irréfutable, nous soulage de nos doutes et s'accorde à nos préjugés. Ces images me déchirent parce que la comédie est sincère. Waouh! Eux non plus n'ont besoin de personne sur leur Harley Davidson. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour de Sons of Anarchy et de son univers de bikers avec ses codes de meute et ses guerres de gang. Cette saison est celle de la rédemption impossible, c'est toujours beau et violent, on sent la série d'auteur et ça sent bon. Allez, ciao! Le film parfait cette semaine, c'est celui de Wim Wenders. Pour moi, comme pour beaucoup, il est le réalisateur qu'aucun superlatif comme grand, sublime ou essentiel ne serait capable de définir, tellement son monde n'est pas peuplé de gens, mais d'histoires en forme de contes et d'allégories. Cinéaste, photographe, il croise la route aujourd'hui d'une légende de la photographie, Sebastião Salgado. Ah oui, tout le monde n'est pas photographe. Wenders et Salgado étaient faits pour se rencontrer. Le cinéma de l'un, les images de l'autre, consiste à nous révéler un monde habité par leur imaginaire et leurs croyances. Mais pour être un bon metteur en scène, faut-il être un grand voyageur? Moi, oui. Il y a d'autres grands metteurs en scène qui n'ont jamais voyagé. Ozu n'a pas quitté sa ville de Tokyo et Fellini n'a pas vraiment quitté Cinecittà ou Rome. Il ne faut pas être un grand voyageur dans l'espace pour devenir un grand voyageur de l'imaginaire. Pour moi, quand même, c'était impossible de rester quelque part. J'ai dû voyager pour faire mon boulot, oui. Depuis 40 ans, l'aventure de Wim Wenders sur grand écran est aussi narrative que stylistique, que ce soit avec la poésie en noir et blanc des Ailes du désir, ou dans Paris, Texas, Palme d'or à Cannes en 1984, il décrit une humanité à la dérive. La solitude des êtres, les frontières, le voyage, l'étrangeté des rapports amoureux sont autant de signes qui décrivent le cinéma du réalisateur allemand. Dans son nouveau film, Le sel de la terre, il signe un documentaire sur la vie et le travail du photographe brésilien Sebastião Salgado. Méthode de travail, vision, inspiration, Wenders nous en dit un peu plus sur sa mise en scène. Avec lui, quand la photographie s'empare du cinéma, c'est pour peindre un acte d'amour. Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. Est-ce que le documentaire, ça se scénarise comme une fiction? Les frontières entre fiction et réalité bougent énormément et de plus en plus. Dans tous mes films de fiction, j'ai toujours essayé de laisser entrer le réel le plus possible pour casser la fiction. Et dans le documentaire, quelquefois, on fait l'inverse. On est dans le réel et on cherche quelques éléments de fiction pour donner
un fil conducteur pour donner de l'ordre. C'est une histoire sans fin, une histoire folle. Il y a 30 ans, Wim Wenders, disparaissait François Truffaut, une des grandes figures de la nouvelle vague. Et je voulais vous offrir un livre pour parler de votre travail de mise en scène. C'est le catalogue de l'exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque. Ça, c'est pour vous. Et puis, je vous offre aussi tous ses écrits, parce que c'était un homme très littéraire, François Truffaut. Et pourquoi on parle de François Truffaut, Wim Wenders? Parce que quand il disparaît en 1984, vous obtenez votre Palme d'Or pour Paris, Texas. Quelle influence la nouvelle vague a eue sur votre mise en scène? Ce mec-là, il a eu une grande influence. Je l'ai rencontré plusieurs fois, Truffaut. Et quand j'étais encore critique de cinéma moi-même, l'article le plus long que j'ai jamais écrit, c'était sur l'enfant sauvage. Parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup, Truffaut. J'adore comment, dans ces films, justement, la question du réel ne se pose pas. C'est toujours imprégné de réel. Nuit américaine, c'est presque un film documentaire sur le cinéma. Quand on parle de Truffaut, il y a forcément Godard qui est pas loin. Godard dit ça, tout film de fiction tente au documentaire et tout documentaire tente au film de fiction. C'est ça? L'un voudrait être l'autre. Mm-hmm. Et moi, si je vois des films qui sont vraiment strictement des fictions, je m'ennuie. Si je ne vois pas un peu de réel qui a su y entrer. Le pire, c'est ces films aujourd'hui qui sont entièrement faits devant des blue screens, où il n'y avait plus de réalité quoi que ce soit. Et on le sent dans le jeu des acteurs aussi, qu'il n'y avait personne en face, ou qu'ils n'étaient pas dans un paysage ou dans un lieu de vrai, mais seulement entourés de murs bleus. Et ça m'ennuie. Et vous avez souvent filmé en décor naturel. On se souvient de Paris, Texas. Est-ce que les décors sont les reflets des états d'âme de vos personnages? Mes films commencent tous avec un lieu. Et il y a d'abord un lieu, et puis il y a le désir de trouver l'histoire qui doit se passer là, qui appartient à ce lieu, qui ne peut pas jouer ailleurs. Si j'ai l'impression que je pourrais faire un film aussi bien dans une autre ville ou dans un autre lieu, je perds confiance, je ne sais plus où mettre ma caméra. Mais avec le sel de la terre, Wim Wenders, vous allez dans plusieurs lieux, ça veut dire que vous êtes à chaque fois dans une forme d'insécurité? Non, parce que ça, c'est les lieux qui ont formé le regard de Salgado. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Est-ce que c'est le lieu ou la lumière et les ombres qui donnent une architecture à votre réalisation? Le lieu vient avec sa lumière, et surtout les extérieurs. Et moi, j'ai toujours adoré de travailler avec les chefs caméramans qui ont d'abord vu la lumière du lieu et puis ils ont renforcé. Il faut respecter aussi ce que le lieu suggère, je trouve. Wim Wenders, quel est le sel de la mise en scène? Le sel de la mise en scène est la curiosité. Le sel de la mise en scène est la volonté de ne pas faire quelque chose parce qu'on sait comment le faire. Pour moi, c'est la mort d'un film si la routine l'emporte. J'ai jamais voulu faire un film seulement parce que je savais comment le faire. J'ai toujours voulu faire un film parce que je ne savais pas encore comment le faire. Avec Le sel de la terre, j'avais aucune idée comment incorporer la photographie dans un film. Je ne savais pas du tout. Dans Le sel de la terre, vous créez un dispositif de miroir dans lequel apparaît Salgado et son travail. Je voulais savoir si c'était pour diriger le regard des spectateurs. On a inventé une configuration qui était assez unique. Je ne sais pas si ça n'a jamais été tourné comme ça. Je voudrais que le photographe soit seul avec sa photographie. Et pour ça, c'était important qu'il ne regarde pas dans les caméras comme nous, là, et qu'il
qu'il n'y a rien autour qui les distrait. Alors on a trouvé ce truc formidable, ce vieux instrument du cinéma et de la télévision qui s'appelle téléprompteur. Normalement, c'est utilisé par les speakers. Nous, on l'a mis sur le téléprompteur. On n'a mis pas le texte de ce qu'il devrait dire, mais ses photos. Et c'est ça la mise en scène, c'est trouver la vérité et les règles qu'une histoire ou un événement ou un personnage ont besoin pour devenir un film. Wim Wenders, pourquoi filmez-vous? Parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus complète, il n'y a pas une autre profession, une autre occupation où on peut s'entourer de tout ce qu'on aime avec l'architecture, la musique, la littérature, les acteurs. Et ça donne quelque chose qu'on peut partager et c'est le plus grand bonheur qu'on peut partager. Je voudrais passer ce virus et un film, c'est un moyen incroyable de passer le virus. Oh, c'est magnifique. Ciné-série et compagnie, c'est déjà terminé. Et je sais, c'est fou, le temps passe beaucoup trop vite. Mais vous prenez donc le temps de visiter l'exposition Truffaut à la Cinémathèque à Paris. C'est jusqu'au 25 janvier 2015. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe et des complices qui auront pour nom Isabelle Nanty et Isia Higelin, entre autres. Allez, clap de fin, on remballe. Fichier 02. Attends, il y a Michel encore derrière là. Quoi? C'est pour le son. Pardon, j'ai oublié un truc. Bon, Elliot, t'as fini ou pas? Elliot, sois sympa. Vous avez vu The Corner? Non. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est pas une vraie fan de série. Moi, je suis pas une vraie... Ok, on fait un concours. Index 3, 4 déjà, oh là là, comme le temps passe vite. Non, Ah, mais on peut pas tout avoir vu, monsieur. On va pas s'en sortir. Moi, il faut que je dorme, moi, je suis comme vous. Merci Stéphane. Merci infiniment de cette rencontre. Merci beaucoup. Hein. C'était vraiment super. Très bien.